Bonjour, bienvenue au café Hypnose d'Hypnose Factory. Alors le principe de ces cafés est assez simple. Un café, un thème, des questions de préférence les vôtres, j'espère qu'elles arriveront bientôt, et 20 minutes d'échange pour vous apporter un maximum d'éclairage. Je commence par me présenter, je m'appelle Marianne Tournon, je suis hypnopraticienne et ça tombe particulièrement bien pour le thème d'aujourd'hui. J'ai très longtemps hésité avant d'oser m'installer. Voilà, et je suis entourée pour ce café par trois charmants hypnothérapeutes de la région grenobloise. Il y a Marcella Maftoul. Bonjour Marcella. Bonjour Marianne, bonjour tout le monde. Lucas Bondu. Bonjour Lucas. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Et Jean-Yves Moussy. Bonjour Jean-Yves. Salut Marianne, bonjour tout le monde. Super. Donc, je disais que vu que j'ai mis très longtemps à oser m'installer, le thème d'aujourd'hui m'intéressait quand même bien. Ça me permet un joli recul de prendre un peu de hauteur sur un moment difficile. Comment on fait pour débuter son activité et quand est-ce que c'est le bon moment pour commencer son activité? Peut-être que la première chose, c'est de se demander quand est-ce que ça devient une activité? Finalement, on pourrait dire que c'est à partir du moment où on commence à vraiment gagner un petit peu d'argent avec l'hypnose? Le début de l'activité, en fait, quand une personne va considérer que c'est une activité, ça va être très personnel. Il y a des personnes qui vont continuer à avoir un métier à côté, une activité à mi-temps ou à 3/4 de temps ou à tiers-temps et qui vont faire de l'hypnose à côté. Mais ils vont pour autant considérer qu'ils sont installés. D'autres personnes vont décider d'arrêter la totalité de ce qu'ils faisaient professionnellement et de s'installer dans le cabinet comme une activité principale et une activité unique. C'est pour ça que s'installer, la notion de s'installer va dépendre beaucoup des personnes en fait. C'est un peu comme le bon moment. Comment on peut savoir quand c'est le bon moment en fait? Beaucoup de personnes attendent d'être légitimes pour pouvoir s'installer. Et la problématique, c'est que la légitimité, comme le disait Lucas quand on discutait un moment, c'est que la légitimité, c'est les autres qui nous la donnent et pas nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'installer, pour avoir de la légitimité quand c'est les autres qui nous la donnent? Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est si on ne se la donne pas nous-mêmes, personne ne va nous la donner. Et de toute façon, tous les praticiens, et dans n'importe quel métier, avant de savoir faire, il a fallu qu'on se confronte et qu'on fasse nos premières armes, en fait, qu'on fasse nos premières expériences, qu'on se trompe, qu'on corrige. De fait, je pense qu'il est important de s'installer assez rapidement. Il y a une question qui revenait quand on en discutait tous ensemble, il y a beaucoup de personnes qui voient d'autres personnes s'installer et qui vont dire: «Oui, cette personne-là, elle pratique moins bien que moi et pourtant elle a le courage de s'installer». Qu'est-ce qui a permis à cette personne-là de s'installer en fait? Peut-être que techniquement, elle est moins au point, mais l'avantage, c'est qu'elle se fait son expérience aussi. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être que je pourrais donc dire que finalement, la première chose à s'offrir à soi-même, c'est la légitimité, si j'entends bien, pour pouvoir s'installer et aller oser faire ses premières expériences, accepter parfois ou même régulièrement de se planter, mais de se lancer. Est-ce qu'il y a d'autres freins, d'autres choses sur lesquelles on a à travailler pour justement pouvoir se lancer vraiment, autre que la légitimité? Le frein principal, à mon sens, c'est la peur. C'est de quoi est-ce qu'on a suffisamment peur pour que ça puisse nous empêcher de faire quelque chose qu'on rêve de faire? Et au pire, ça marche pas, hein. Il y a beaucoup, je pense que c'est les peurs qui reviennent souvent, la peur de mal faire, la peur de pas être assez bien, mais qui est tout de suite en lien avec la représentation qu'on se fait du rôle de l'hypnotiseur. Si j'ai la représentation que je dois changer la vie de l'autre et que si j'y arrive pas, je suis nul et je suis pas légitime, ah ouais, ça donne pas spécialement envie de bosser de faire ce métier-là, hein. Ça veut dire que je dois réussir chaque chose que je vais faire, mais qui dépend pas de moi, la réussite, elle dépend de l'autre. Mais en même temps, si j'accompagne pas bien l'autre, ça veut dire et qu'il n'arrive pas à changer, c'est que je suis pas bon. C'est ultra galère. Et au début, on a quelque chose de statistique, hein. Si ça marche pas sur les 10 premières personnes que j'ai ou que j'ai pas confiance en moi et que, les autres le sentent un petit peu ou qu'il y a pas de résultat, ma confiance en moi, elle va pas forcément grandir. Ça fait que 10 séances. Mais s'imagine, je fais 100 séances.
et qu'en fait, il y en a 10 qui ne sont pas satisfaits de mon travail et que j'entends que ces 10-là, je vais avoir du mal à continuer à me projeter. Si je commence ma journée d'hypnose et il y a une séance où ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien, où j'ai l'impression que je ne suis pas pertinent à aider l'autre, ça amorce aussi tout le reste de mes séances derrière. Au Je pense contraire, je pense que c'est la difficulté de je ne sais pas si on peut dire métier ou vocation. Moi, je dis souvent qui est le juge et quelle est la jauge. Qui peut dire qu'une séance est réussie ou pas? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est moi-même qui me juge? Comment je me juge? Avec quels critères? Par rapport à quoi? Et je peux me juger peut-être très sévèrement tout de suite après la séance et 2 jours plus tard me dire, mais c'était très, très bien réussi. Donc, ça dépend du moment. C'est extrêmement difficile de juger tout ça, je pense. Si j'entends bien, dans ce qui vient d'être dit, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce que sont nos critères d'évaluation qui font que peut-être on se crée des peurs énormes parce qu'on se met énormément d'enjeux de réussite sur le dos et que Qui peut-être il n'ont faut pas faire… de critères généraux, qui n'ont pas des critères objectifs. Tu vois. Donc, tu peux te mettre des critères, mais avec quoi tu les compares? c'est ça. Et quels enjeux on met? C'est ce que dit Marianne, c'est qu'est-ce que je mets de moi dans les séances? Est-ce que si dans mes séances, je mets un enjeu financier parce que j'ai un prêt à rembourser, c'est pas la même chose que si je mets l'enjeu d'accompagner les personnes et d'y passer autant de temps qu'il faut. Au début, moi, je me souviens, j'avais facilement des séances qui duraient 2 heures, plus un accompagnement à côté. Je faisais quasiment 2 heures et demie d'accompagnement pour chaque personne. Parce que je voyais tout ce qu'il y avait à faire, que j'avais envie d'impliquer, je voyais là où ça pouvait changer et que je ne pouvais pas ne pas faire ça. C'était pertinent pour moi. Est-ce que ça l'était pour les clients? Pas forcément, pas tous. Ne pas s'installer, ne pas commencer son activité, c'est accepter de prendre le risque dans 10 ans de se dire, si j'avais commencé il y a 10 ans, aujourd'hui j'aurais 10 ans d'expérience. Est-ce que vous avez véritablement envie de vivre avec des remords? Est-ce que vous êtes prêt à assumer par le fait de ne pas vous sentir légitime, de ne pas avoir osé vous installer, dans quelque temps, de vous dire « j'aurais dû le faire, j'ai raté quelque chose ». Est-ce que vous avez suffisamment de courage pour accepter cet échec-là? Quand vous allez vous retourner dans 10 ans, alors que vous ne vous êtes pas installé, qu'est-ce que vous allez penser du vous d'il y a 10 ans, qui avait peur de ne pas être légitime, qui avait peur de ne pas réussir, et qui ne s'est pas donné l'opportunité d'apprendre, pas donné l'opportunité de parcourir ce chemin-là? C'est cela. Et après, il y a aussi d'autres aspects d'installation au-delà de la légitimité. Il y a tout ce qu'il y a côté. Alors, on a maintenant l'habitude de dire qu'il y a trois tiers. Il y a la compétence du métier ou de la vocation. Il y a la communication et il y a l'administratif. Et je connais beaucoup de personnes qui sont très repoussées par l'administratif. Et en même temps, dans nos séances, je pense qu'on commence souvent par dire, mais il y a des choses qui dépendent de toi, que tu peux changer, puis il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, que tu dois accepter. Et donc, ce côté administratif, je pense qu'il faut travailler son acceptation à soi pour les accepter, tout simplement. C'est pour ça que dans Hypnose Factory, on a tenu vraiment à faire cette chose-là, c'est-à-dire avoir des ateliers qui permettent de travailler de la technique, de la compréhension, de la posture, et avoir aussi quelques ateliers qui soient consacrés à des choses plus personnelles, à nos freins personnels, à tout ce qui peut nous empêcher, qui pouvait nous empêcher jusque-là, en tout cas, de pouvoir réaliser nos projets. Parce que ce que la plupart des formations n'abordent pas, même si maintenant il y a de plus en plus de formations, je pense qu'ils les abordent quand même, c'est que ce métier-là, il est complexe.
Faire de l'hypnose, c'est pas uniquement faire de l'hypnose. Faire de l'hypnose, c'est gérer une entreprise. Faire de l'hypnose, c'est pas uniquement faire de l'hypnose et gérer une entreprise. C'est faire de l'hypnose, gérer une entreprise et gérer de la communication. Faire de l'hypnose, c'est pas seulement gérer une entreprise, faire de la communication. Faire de l'hypnose, c'est aussi se développer soi-même, se retrouver face à nos propres freins, se retrouver face à des choses qui peuvent être difficiles pour nous. Mais pour pouvoir avoir envie d'emprunter ce chemin-là, il faut avoir cette envie d'avancer. Mais le chemin, il est beau. Souvent, les chemins les plus compliqués, les plus tortueux sont les plus beaux. Prenez les films que vous préférez, les livres que vous préférez, les histoires que vous préférez. Ce qu'il y a de beau, ce n'est pas la réussite du personnage. Ce qu'il y a de beau, c'est toutes les difficultés que le personnage a réussi à dépasser. Toutes les compétences qu'il n'avait pas et celles qu'il a acquises. C'est le moment où le personnage il a grandi. Ce qui me fait penser aux alliés dans l'histoire du héros. Trouver ces bons alliés pour ce chemin, c'est très important. Hypnose Factory peut en être une ou un. Ouais. Un groupe. Voilà, mais il y a plein d'alliés qu'on peut trouver et qui nous facilitent ce chemin, qui nous récupèrent quand il y a des accidents ou des baisses de motivation, de conviction, de sentiment de légitimité, tout ça. Et si nos clients, c'était nos meilleurs alliés, ceux qui nous font confiance, qui viennent nous voir et qui voient en nous quelque chose que nous-mêmes, on ne voit pas. Parce que souvent, en fait, on croit dans l'accompagnement que nous, on va voir des choses que personne ne voit à l'extérieur et que le client n'arrive pas à voir sur lui-même. Mais et si nos clients, ils voyaient quelque chose à l'intérieur de nous que nous-mêmes, on est incapable de déceler? Imaginez si vous rencontrez pour la première fois de votre vie un hypnotiseur. Il va vous aider à changer. Vous ne savez pas comment ça marche, comment ça fonctionne, mais vous avez déjà entendu, peut-être écouté des amis ou des gens qui vous en ont parlé, vous avez une représentation de plein de choses, et en même temps, vous êtes sûr de rien, vous ne savez même pas si ça va marcher sur vous, si ça fonctionne vraiment ou pas. Mais vous allez voir un hypnotiseur, quelqu'un dont sa vie est dédiée à accompagner les gens pour modifier la façon dont ils se pensent eux-mêmes et les faire changer, là où ils n'y arrivent pas par eux-mêmes, a priori. Moi, j'aimerais même conclure par un mot vraiment que je trouve important, c'est combien de temps, pour tous ceux qui ne sont pas installés encore, combien de temps vous êtes encore prêts à attendre? J'aime beaucoup la phrase de dire de modifier la façon dont on se perçoit et que finalement, notre meilleur allié, c'est nous-mêmes, c'est nous hypnotiser sur... je vais retenir ça, moi. C'est nous hypnotiser sur la façon dont on se perçoit soi-même et d'oser être ce qu'on est et d'apprendre ce qu'on est en faisant, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment dans l'interaction que ça naît, parce qu'avec nos deux yeux, on ne peut pas percevoir l'entièreté de notre corps. On a besoin d'artifice, d'un miroir ou des yeux de l'autre pour pouvoir se percevoir dans son ensemble. Mais imaginez qu'avec l'esprit, c'est pareil. On ne peut pas percevoir l'entièreté de ce qu'on est avec notre conscience. On a besoin de l'interaction, du miroir des yeux de l'autre, qui va déformer, forcément, mais qui va aussi nous renvoyer ce qu'on est. C'est pour ça que la légitimité, au final, elle vient des clients. On peut se la donner à nous-mêmes, mais c'est eux qui vont nous la donner. Nous, c'est plutôt... Enfin, moi, j'ai plus peur d'un thérapeute qui se sent ultra légitime que de quelqu'un qui remet en cause sa légitimité à accompagner les autres. C'est comment est-ce qu'on est légitime à pas être légitime, ou comment on s'habitue à travailler sans se sentir légitime. Comment on est légitime à travailler sans légitimité. Oui, on est probablement beaucoup plus à la disposition de l'autre, en connexion avec l'autre, dans ce fameux rapport, quand on ne se pose pas la question légitime ou pas légitime et on se met juste au service. Et comme pour beaucoup de choses, notre premier frein et le plus grand, c'est souvent nous-mêmes. Je peux te voler une phrase, Lucas? Vas-y. Un jour, Lucas m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il m'a dit
par rapport à la légitimité, comment est-ce qu'on peut se permettre d'être légitime à ne pas l'être? C'est un peu de confusion quand même. Oui, on peut peut-être laisser à nos auditeurs sur cette phrase à réfléchir, méditer, disséquer et laisser mijoter pour les retrouver sur un prochain Café Hypnose dans peu de temps. Eh On bien, vous remercie écoutez, pour votre écoute et on souhaite vous revoir très vite. À très bientôt. Au revoir. À merci, au bientôt. revoir. Au revoir tout le monde.